Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui je suis avec Julien de Lighthouse, donc qui est une école internationale, il va vous expliquer un petit peu tout ça. Avant toute chose, merci de vous abonner sur la chaîne, vous avez juste à cliquer en dessous, vous pouvez liker cette vidéo, la partager également et mettre des commentaires, ça m'aidera toujours pour YouTube. Voilà, donc aujourd'hui c'est parti avec Julien de Lighthouse. Bonjour Julien. Bonjour Kathleen. Comment ça va? Ça va très bien, merci de venir nous rencontrer au sein de la petite section française de Lighthouse. On est à l'école, hein, en fait, on est dans la salle de classe là en ce moment, donc voilà, vous la voyez derrière nous. Et Julien, donc toi tu es, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais ici, dans cette école. En fait, j'ai créé en début d'année une petite section française qu'on a appelée section française Jean de La Fontaine, intégrée dans un établissement international, donc Lighthouse. L'idée, c'est de pouvoir offrir aux enfants un enseignement personnalisé, donc avec des effectifs limités, en faisant de telle sorte que l'enfant soit vraiment acteur de ses apprentissages, et puis en même temps qu'il puisse bénéficier des facilités d'un environnement international. Okay. Donc au niveau des disciplines, par exemple, il va pouvoir apprendre l'anglais avec ses camarades anglophones. De la même façon, l'art, la musique, le sport peuvent être dispensés avec les autres enfants. Ouais. Et puis en parallèle, les matières, on va dire, les matières dures comme le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, l'art, sont enseignées en français dans ma classe. D'accord. Et donc adapté vraiment aux besoins et au niveau des enfants. D'accord. J'avais juste une question avant de rentrer peut-être plus en détail dans ce que tu proposes ici. Parfois les gens me disent on va venir s'installer à Phuket avec nos enfants, pourquoi on ne peut pas les mettre dans une école thaï? Puisqu'en effet il y a quand même un budget à prévoir pour ces écoles internationales, alors que l'enseignement thaï est gratuit au fait, dans les écoles thaï est gratuit. Alors c'est un système assez différent, je pense que c'est un système qui pourrait bousculer la façon dont les parents envisagent l'éducation pour leurs enfants. Donc ce sont des effectifs beaucoup plus importants, c'est un enseignement assez descendant. C'est en thaï uniquement de toute façon? Alors c'est en thaï, il y a des sections anglaises, mais avec des effectifs où ils peuvent être jusqu'à 50 par classe, avec aussi, je pense, ils ne sont pas forcément préparés à donner des opinions, des avis, à prendre des initiatives, et je pense que dans le système européen, on attend quand même des enfants qui puissent être des acteurs de leurs décisions, de leurs choix. Tu as enseigné dans les écoles thaï, toi? J'ai personnellement, donc, grâce à l'Alliance française dans un premier temps, enseigné dans les écoles thaï, et c'est vrai que c'est des formats qui ne correspondent pas forcément à ce qu'on a envie de retrouver si on est un papa ou une maman et qu'on souhaite confier nos enfants dans un établissement. D'accord, donc après tu es parti travailler dans des écoles internationales? Alors j'ai eu la chance d'être accueilli chez ISP pour être professeur, d'abord au niveau élémentaire puis ensuite au collège, lycée. Et puis donc je suis resté 2 ans et demi, et puis après cette expérience, voilà, j'ai souhaité créer ma propre structure. Puis j'ai souhaité mettre en place quelque chose, proposer une option en fait un peu différente par rapport à ce qui se fait dans les écoles traditionnelles, en renversant un petit peu la démarche. Partir de l'enfant pour qu'il puisse accéder à ses apprentissages. Donc l'idée, c'est que l'enfant est acteur à tous les niveaux du processus pédagogique. Donc on va voir un petit peu, on va évaluer ses capacités, son potentiel, la façon dont il réagit par rapport à des énoncés, et puis ensuite on adapte le programme. D'accord. Alors que c'est vrai que dans une classe traditionnelle, on peut avoir 25-30 enfants, donc finalement le professeur adopte un rythme médian, ce qui ne va pas forcément correspondre à ceux qui ont de l'avance, ça va peut-être gêner ceux qui ont du retard, et finalement ce qui correspond à assez peu d'enfants. Là, en d'autres termes, si je vais trop vite, je m'arrête, c'est les enfants qui vont ralentir. Si je suis trop lent, c'est les enfants qui au contraire vont me dire on va plus vite. Ils vont aussi avoir le choix, c'est-à-dire qu'un texte ne leur plaît pas, ils vont pouvoir en choisir un autre, ça permet de les responsabiliser, et puis du coup ils vont jusqu'au bout du processus. En petits effectifs. Oui, c'est ce que j'allais te demander en ce moment. Donc, tu as combien de petits enfants? Alors là, on démarre. Français, parce qu'au fait, il y a plusieurs nationalités. Donc, alors, en fait, tout à fait. Donc, chez ISP, il y avait différentes nationalités. On avait des Canadiens, des Français, des enfants issus de couples mixtes. Ouais. Quelques anglophones, mais c'est pas forcément un critère pertinent dans le sens où je demande désormais que les enfants soient francophones, maîtrisent la langue française. Ouais. Parce que sinon, ce n'est pas un système qui est adapté pour des enfants qui n'ont pas des bases
relativement solide en français. Donc là, il y a combien d'enfants? Alors, cette année, on redémarre. Donc, pour l'instant, on a 4 enfants et ce sont des enfants francophones et qui ont un excellent niveau d'anglais. Qui ont quel âge? Alors, ils ont 7 ans et 10 ans. Ok. Donc, ça fait 2 niveaux dans la classe, un niveau C20 et un niveau C2. C'est comme avoir en fait un maître particulier avec soi, au fait. Hein? Ça ressemble, effectivement, oui. ça ressemble un petit peu à des cours particuliers. Et puis surtout, l'enfant est toujours acteur. C'est-à-dire que si vous prenez une activité lecture, bah, l'enfant lit quasiment 4 ou 5 fois plus que dans une classe traditionnelle. Et puis, il peut poser ses questions régulièrement, il peut agir sur le contenu, il peut faire des propositions, on peut s'adapter. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je n'ai pas d'emploi du temps. Les parents me demandent souvent un emploi du temps et je ne peux pas leur fournir parce que chaque jour, en fait, à l'issue de ce qui s'est produit pendant la journée, je vais adapter le lendemain le programme en fonction de leurs envies aussi, de leurs choix. Et puis des fois, ils vont plus vite, des fois, ils vont un petit peu moins vite. Donc, ça permet d'ajuster. Et tu suis donc le programme français, c'est certifié, c'est reconnu, comment ça se passe? Nous n'avons pas, alors c'est aussi un petit peu une légende urbaine, le fait d'avoir la certification, ça peut faire. Donc, nous, on n'a pas la certification. Pour des petits effectifs, l'AEFE d'ailleurs ne le recommande pas, c'est pas adapté. Et même dans un futur qui nous permettrait d'avoir plus d'enfants, c'est pas une démarche que je souhaite mettre en place pour plusieurs raisons. Ça me contraindrait de rentrer dans un format qui, je pense, serait en contradiction avec les valeurs que je promeux au service des enfants. Par exemple, je devrais respecter des heures fixes de français, de maths, etc. Attends, je t'enlève ton micro qui est là. Je pourrais pas, je devrais suivre stricto sensu le programme de l'éducation nationale. Si vous allez aussi sur le site officiel, on vous explique que désormais le travail écrit est proscrit à la maison, est interdit. Donc voilà, je perdrais cette flexibilité. D'accord. Et puis la capacité à m'adapter aux envies des enfants. Mais du coup, c'est quand même, moi c'est juste la question que je me pose, c'est donc reconnu parce qu'imagine quelqu'un donc met ses enfants ici pendant 1 an, 2 ans et ensuite rentre en France. Les niveaux ont été reconnus. On ne sait pas comme s'ils avaient été déscolarisés au fait. Tout à fait. Je voudrais rappeler aux parents que l'obligation scolaire est obligatoire. Oui, scolariser ses enfants, c'est par obligatoire. Le fait de 3 à 16 ans. Donc la seule petite démarche qu'ils auraient éventuellement à suivre dans un établissement privé, ce serait de passer à un test d'entrée. Et donc au contraire, pour moi, c'est une vitrine intéressante. Je souhaite que mes enfants puissent passer des tests pour montrer que le système fonctionne. D'accord. Donc pour répondre plus précisément à ta question, l'idée c'est que quand s'ils doivent quitter l'école pour rejoindre une autre école française en France ou ailleurs, ils soient tout à fait à l'aise, ils aient de l'avance. Donc en français et en maths, on suit le programme, on va même plus loin. C'est vrai que ça m'attriste un petit peu de constater que d'année en année, le programme de français, on va dire, diminue en termes d'objectifs. Alors maintenant, c'est plus des dictées, c'est des dictées à trous. Il y a des temps qui disparaissent, donc on n'offre plus à l'enfant les outils pour permettre de nuancer un jugement, pour permettre de construire un raisonnement. Donc en français, on va plus loin. En maths également, très généralement en petits effectifs, les maths sont assez vite assimilées. Ça permet de voir les maths on va dire dans des dimensions interdisciplinaires ou même de déborder sur le programme. Après, je m'offre un petit écart sur des disciplines comme l'histoire-géographie que je ne trouve pas forcément adaptées, déjà du fait qu'on est en Thaïlande. Donc vous avez des enfants qui ne savent pas localiser sur une carte du monde, Londres, Paris. Oui, c'est vrai que j'y pense pas. Ouais, donc c'est vrai. Ça ne me paraît pas tout à fait adapté. Il y a aussi en histoire, on a toute pour le CM2, on a la période qui va de la Révolution française à la Troisième République qui est très compliquée et qui ne me paraît vraiment pas adaptée. Je pense qu'il y a surtout en ce moment, l'actualité, je surfe un peu sur l'actualité pour qu'ils aient des connaissances actualisées. Et je fais un peu en fait un système, j'enseigne un peu le programme d'histoire un petit peu à l'envers. Je préfère partir de ce qu'ils connaissent. Ouais. Donc l'état actuel du monde, par exemple, qui découle de la Seconde Guerre, qui découle. C'est intéressant. Je préfère revenir en arrière parce que ça leur donne des repères et ils comprennent. Si vous partez de la Révolution, de la Restauration, ils sont tellement perdus. Oui, se situer dans le temps à cet âge-là, c'est compliqué. Ça leur donne pas forcément aussi envie d'apprendre l'histoire. Et donc là, le but pour toi, tu me disais donc à la rentrée, c'est que tu voudrais créer, enfin c'est prévu au fait, c'est à la rentrée donc en septembre 2022, donc tu vas avoir un vrai programme français. C'est quoi au fait ce que tu l'objectif. Donc là, on est un peu dans une formule hybride, puisque malheureusement la Covid nous a freiné dans la progression. Il y a beaucoup de familles qui ont dû repartir dans leur pays francophone, et puis les écoles aussi ont subi un contre-coup important.
Donc là, on repart avec Lighthouse qui a de plus en plus d'enfants. Donc j'avais besoin d'un partenaire qui puisse offrir cet environnement international. À partir de ça, moi, ce que je souhaite, c'est donc un programme de français individualisé, comme je te l'ai expliqué, et puis intégrer notre école dans différents temps, comme donc l'anglais, le thaï, que les le enfants sport, soient mélangés qui puissent dans en fait plusieurs à la fois choses. avoir des cours quasiment individualisés en français, mais qui puissent socialiser, qui puissent aussi profiter des... Je crois qu'on a 23 nationalités représentées, c'est un peu le cas dans... Combien d'élèves en tout dans l'école, dans Lighthouse? Alors je dirais ça augmente quasiment d'une semaine sur l'autre. Là je dirais qu'il doit y avoir 80 élèves. 80 élèves d'une vingtaine de nationalités différentes. Voilà. Oh, c'est vrai, autant que ça? C'est un peu le cas dans dans les écoles internationales. De quel âge à quel âge? Alors ça va de Year 1. Donc, ok, donc c'est quoi? C'est CP, jusqu'à Year 9, donc 14-15. D'accord. Ça correspond à peu près à fin collège. Ouais. Fin collège pour le système français. D'accord. Et en plus, donc du coup, j'imagine que ça fait des petites classes quoi qu'il arrive au fait. Ça reste des petites classes. Effectivement, il est important pour moi de faire en sorte que les projets coïncident, qu'on se retrouve sur un certain nombre de valeurs, même si, encore une fois, je garde une indépendance sur ma pédagogie et sur les objectifs d'apprentissage. Toi, tu ferais aussi, s'il y a des élèves qui ont l'âge collège, tu pourrais les prendre ou pas? Alors, comment ça se passe? C'est une excellente question. En fait, je souhaite grandir avec mes enfants. Je souhaite surtout pas grandir trop vite. T'es assez grand comme ça, hein. Julie, il est grand, il me dépasse. Je souhaite aussi que les parents puissent être acteurs et s'impliquer dans le fonctionnement de l'école. Donc si effectivement j'ai 3, 4, 5 enfants qui souhaitent poursuivre en 6e, 5e, c'est une possibilité. Ouais. C'est ce qui avait été entamé dans mon précédent établissement. D'accord. On avait monté la 6e et la 5e et puis bon, encore une fois avec la Covid, on a dû stopper cette progression, mais c'est envisageable. Le lycée, non, je pense que ça devient ce ne sera pas adapté, c'est très particulier, les besoins des adolescents sont différents, mais on pourrait évoluer. Je ne veux pas aller trop vite. Et tu n'as pas maternelle non plus, tu me disais que c'est pas maternelle, hein, non. Au fait, c'est principalement primaire. Donc voilà, donc en fait, c'est une école élémentaire, pour être plus précis. Donc on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas cette option-là, donc c'est à réfléchir. Si on avait suffisamment de demandes, on pourrait imaginer que dans le kindergarten de Lighthouse, qui est situé à Chalon, on ait un peu cette formule hybride, avec des enfants plongés en immersion anglophone et puis qui puissent bénéficier en parallèle de cours d'initiation au français. De telle sorte que quand ils arrivent au CP, ils puissent réellement choisir entre les deux options. C'est d'ailleurs aussi un des objectifs, c'est que si les enfants arrivent en CP ou en CE1, l'idée c'est qu'en CM2, ils soient aussi à l'aise en anglais et en français, ce qui permet aux parents, surtout dans un monde en évolution, où les parents ont plusieurs vies, plusieurs métiers, voyages. Ça donne un bagage exceptionnel. Exactement, pour ils puissent les choisir. Et donc là, sur ce campus, sur cette école qui est très jolie, qu'est-ce qu'il y a comme activité? Qu'est-ce que font les enfants qui sont, j'imagine, des choses différentes que ce que font les enfants dans les écoles en France, au fait? Alors, tu parles des activités extrascolaires? Là, de tout ce qu'il y a dehors, dans les cours d'école, dans les activités extrascolaires, je vois la cour derrière moi. Tout à fait, on va trouver des activités traditionnelles avec un terrain de foot, un terrain de basket, des terrains de badminton. Donc une école classique avec aussi un parc arboré pour que les enfants puissent à l'ombre ici. Bénéficier d'un environnement. C'est aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est un environnement calme. Il n'y a pas de circulation. C'est vrai, mais dans un petit. Cette école est dans une petite rue, vraiment au fond d'une petite impasse, donc c'est calme. Voilà, arboré, et puis la taille de l'établissement ne permettra pas d'avoir plus de 100 enfants, donc ça signifie que on reste dans un environnement familial de proximité, où on connaît tous les enfants, on connaît tous les profs, on connaît les familles. Et ça, je me retrouve aussi dans cette, dans cette approche-là. Quelque chose qui soit... ça permet d'impliquer les parents, de les connaître, qu'on ne casse pas aussi la partie relationnelle. On peut aller directement voir le professeur, on peut aller... Oui, il n'y a pas toute une hiérarchie à passer pour accéder, par exemple. Dan, le directeur de Lighthouse, du coup, est disponible quasiment... Les directeurs sont de quelle nationalité? Alors, Dan est canadien. Anglophone ou francophone? Anglophone, mais c'était aussi une raison pour laquelle ça l'intéressait d'avoir une section française, puisque comme tout Canadien qui se respecte, on a un petit... On a un attachement à la partie est du Canada qui est très attaché à notre langue française. Et est-ce qu'il y a des activités extrascolaires qui sont spécifiques à la Thaïlande, par exemple? Est-ce que les enfants font des choses un peu différentes Elles se mettent en place. Encore une fois, il y a 3 mois, il y avait 30 élèves. Là, on est 80. Donc, en fonction des possibilités des professeurs, de leur hobby et puis aussi des demandes, ça évolue. Donc, en ce moment, on a de la guitare, du ukulélé.
On a de l'art, on a du thaï, on a un club d'échecs, on a une académie de football. Bon, les horaires d'école, c'est quoi? Alors les horaires… pour les primaires, hein, pour ta classe. Pour les primaires, normalement, c'est 8h30, 15h. Ouais. Et là, je suis encore dans une formule hybride avec très peu d'enfants. Donc nous, on commence à 9h et on termine à 14h30. C'est bien, dis donc. C'est presque des demi-journées, en fait. Hein. Alors, c'est des oui, un petit peu plus, mais c'est vrai qu'on travaille assez vite en fait. On se rend compte qu'en une session de 50 minutes, quand les enfants sont acteurs, sont sollicités, posent des questions, lisent, à tout moment, puis ils gagnent aussi en autonomie, parce qu'ils acquièrent des stratégies pour aller plus vite, pour s'intéresser. Est-ce qu'il y a ce format de garderie? Alors, c'est pas vraiment une garderie, mais est-ce que si les parents ne peuvent pas venir les chercher, par exemple, à 14h30, 15h, ils peuvent rester un peu plus tard? Alors, ils peuvent rester un peu plus tard, et d'autant plus qu'on a derrière les clubs qui commencent, et souvent les enfants sont là, en particulier dans ma classe, les enfants sont mordus d'échecs. Ah, c'est vrai? Donc, ils participent au… Ils mangent ici le midi, à la cantine? Alors, ils déjeunent ici. Ouais. Donc, ils ont un premier snack à 10h. Ensuite, ils ont un repas qui est servi. C'est pas les parents qui doivent fournir, c'est une cantine. Les parents ne fournissent pas, c'est une cantine. Et une cantine. Et ils ont un snack vers 14h30. D'accord. Alors, on va parler argent quand même, parce que c'est quand même intéressant. Les gens ont envie de savoir combien ça coûte de mettre son enfant dans une école internationale sur Phuket, enfin, surtout ici, au fait, à la section française. Est-ce que tu peux nous donner une idée de prix? Tout à fait. Donc là, je parle pour l'année prochaine. Ouais. Là, encore une fois, on est dans une formule où on démarre. Ouais. Donc l'année prochaine, l'idée, c'est que sur une année complète, le tarif soit de 200 000 bahts. Ok, donc, une année scolaire. Voilà, de 10 mois, qui comprend tout en fait, qui comprend la cantine, le matériel pédagogique, les uniformes. Ah oui, c'est vrai que les enfants sont en uniforme. Les uniformes, les frais fixes, etc. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de surprise. Alors après, si je rentre un petit peu dans le détail, on aurait 18 000 bahts par mois. Oui, parce que j'allais te dire, c'est quelque chose à payer d'un coup une fois ou c'est mensuel? Je vais y revenir tout de suite. Par trimestre? 18 000 bahts par mois, plus donc 10 000 bahts de frais pédagogiques pour la partie anglaise et la partie française, et 10 000 bahts de frais fixes. Étant moi-même parent et ayant déjà changé d'établissement plusieurs fois pour mes propres enfants, je sais très bien que voilà, des parents, pour beaucoup de raisons, peuvent être amenés à quitter un établissement, peuvent d'ailleurs ne pas être satisfaits, et donc je ne souhaite mettre aucune pression. Donc à tout moment, ils peuvent décider de quitter l'établissement sans aucune raison. La seule chose qu'on demande, c'est qu'ils payent le premier du mois et ils peuvent, voilà. Il y a les vacances scolaires comme en France. Vous suivez le programme français au niveau des vacances? Alors on va suivre à peu près les vacances scolaires des écoles internationales qui correspondent grosso modo à l'Europe au fait. À l'Europe, tout à fait. C'est juillet-août, que vous fermez 2 mois, comment ça se passe? Quasiment. Alors cette année, typiquement on termine le dernier vendredi de juin et on reprend fin août. D'accord. Je crois une semaine avant le… Parce que dans les écoles thaï, je sais que c'est pas du tout ce calendrier-là au niveau des vacances. Eux, leurs grandes vacances sont mars-avril ou avril-mai. C'est quand son crâne, ça correspond à son crâne. Donc là, ils vont bientôt rentrer dans leurs grandes vacances. C'est vrai que ça… C'est complètement différent parce qu'on voit les enfants en vacances en avril et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi il n'y a plus école? Et en fait, eux, leurs grandes vacances sont à ce moment-là. Donc c'est assez différent, alors que vous suivez vraiment en gros l'Europe au fait. Tout à fait. Donc ça peut être intéressant si des parents veulent rentrer peut-être l'été en France, les enfants n'ont pas l'école. C'est pratique, notamment à Noël, il y a des fois avoir 2 semaines et demie, ça permet aussi bien aux professeurs qu'aux parents d'aller fêter Noël en famille, de prendre le temps de retrouver ses proches. Et toi, donc tout ce projet que tu as là, c'est quelque chose que tu comptes développer sur le long terme. Tu as beaucoup de gens qui te contactent, qui sont intéressés? J'ai des contacts. La difficulté, c'est que ce sont des parents qui sont entre guillemets encore prisonniers un peu dans leur pays respectif à cause de la Covid, qui hésitent à réinvestir. J'avais un certain nombre de parents qui avaient fait entre guillemets une parenthèse après la Covid, voulaient revenir, se rendre compte que c'est pas aussi simple. Donc il y a des contacts. Après, c'est une nouvelle école, donc en termes de communication, c'est pas forcément évident d'être répertorié. Comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que avant la Covid, les gens souvent prenaient la température. Oui, ils venaient passer peut-être un mois, 2 mois, donc ils avaient le temps de visiter les établissements. Et puis, je pense que c'était intéressant. Le climat, la culture, ils pouvaient déjà se frotter à ce nouvel environnement. Là, il y a des nouvelles modalités du fait de la Covid. Les gens, en fait, prennent tous les renseignements depuis la France. Et finalement, quand ils arrivent à Phuket, c'est déjà fait. C'est vrai pour l'instant, on n'est pas très visible. Mais non, ça va être grâce à cette vidéo maintenant.
Lighthouse et le programme français qui s'appelle comment, tu m'as dit? Alors la section Jean de la Fontaine. Jean de la Fontaine, c'est très joli. Ça rappelle de bons souvenirs. Ça rappelle de bons souvenirs. Je pense aussi que ça fait le lien avec les parents qui sont restés attachés. Ben, bien sûr, bien sûr. Tu enseignes les fables de Jean de la Fontaine? On les enseigne, tout à fait. Ça se fait toujours? Parce que moi, je suis déconnectée. N'ayant pas d'enfants, je ne sais pas ce qui se fait de nos jours. Je les enseigne. Je pense que le choix de Jean de la Fontaine n'est pas neutre. Je pense que dans un premier temps, l'univers animalier, c'est un formidable terroir pour l'imagination des enfants. Ah oui, mais on s'en souvient tous en plus des fables. Ils s'entendent bien entre eux, les enfants, parce que je me dis, c'est vrai quand ils sont que 4 là, cette année, ou dans des petites classes comme ça doit être, il faut quand même qu'il y ait une bonne entente entre les enfants. Effectivement, ça devient presque une nécessité, mais quand vous êtes 24 heures, enfin 7 ou 8 heures tous les jours, en même temps, en petits groupes, ce sont des enfants. Donc il y a, comme dans toutes les classes, des petites chamailleries, mais je crois que c'est aussi ce qui les fait grandir. C'est facile à gérer pour toi, ça va? Moi j'aime bien, je m'y retrouve parce que c'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune, je m'embêtais un petit peu en classe, d'avoir cette attention, de pouvoir aussi. Je me souviens que j'étais brimé, je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas apporter des choix, donc tout était descendant et c'est vrai que ça ne convenait pas beaucoup à ma personnalité. En fait, tu mets en place un peu l'école de rêve que tu aurais aimé avoir quand tu étais plus jeune, au fait. Voilà, disons que je me sers des expériences qui m'ont moins plu pour essayer de proposer une alternative. En tout cas, vraiment, je te remercie parce que je pense que voilà, si des parents ont envie de venir s'installer à Phuket et venir mettre les enfants dans une école vraiment à taille humaine avec Julien qui sera leur professeur, au fait, puisqu'il y a que toi en français ou il y en aura d'autres? J'ai déjà un deuxième professeur sur la main, on espère vraiment l'année prochaine pouvoir avoir une seconde classe. Je voudrais expliquer aussi qu'en termes d'effectifs, pour être en phase avec le projet où l'enfant est acteur et s'implique, dans une classe, il n'y aura jamais plus de 12 enfants. Ah oui, c'est vraiment… Tu t'es donné ça comme limite. Jamais. Et s'il y a plus de 2 niveaux, pas plus de 8. Donc là, c'est sûr, je ne transigerai pas sur la qualité et sur le bien-être de l'enfant au sein de sa classe. Oui, si c'est possible à faire, c'est ça qui est super, bien sûr. Je pense que le mieux, c'est que si des parents sont intéressés, veulent en savoir plus, c'est qu'ils nous confient nos enfants gratuitement 1 ou 2 jours et qu'ils puissent vivre cette expérience. Ils peuvent venir faire par exemple 1 ou 2 jours à l'école. Ils me préviennent un petit peu en avance. Oui, quand même. Ils ne vont pas venir te les déposer le matin comme ça. Que je puisse les accueillir dans de bonnes conditions, que je puisse préparer les enfants. 2-3 jours, parce qu'un jour, 2-3 jours, que l'enfant prenne ses habitudes, ses repères, qu'il puisse vivre une expérience. C'est comme ça, je pense qui mieux qu'un enfant peut restituer à ses parents ce qu'il a vécu dans la classe. Et puis, oui, au lieu de les mettre tout de suite, allez, c'est bon, tu rentres à l'école et c'est comme ça peut être bien pour tester un petit peu. Si les parents veulent aussi des contacts de famille, je pense que c'est aussi plus facile d'avoir des familles, on se dit plus de choses, on est plus en confiance que lorsque c'est un professeur qui promeut ça. Oui, c'est certain. Qui promeut son école. C'est certain, mais c'est vrai que j'imagine que là, du coup, les mamans, les papas sont tous quand même bien impliqués et se connaissent tous, au fait. Exactement. La salle a été refaite grâce au concours des parents. Ils agissent, tout le monde s'implique un petit peu. J'essaie de faire en sorte que les parents s'impliquent, ça me paraît important. Et là aussi, c'est une dimension fondamentale. C'est ce qui se passe à la maison. Je t'apprends rien, a une influence très importante sur ce qui se passe en classe. Bien Donc, sûr, plus les parents sont impliqués, plus ils comprennent le projet et plus on échange, plus l'enfant il va pouvoir bénéficier de ce qu'il a à l'école, prolonger à la maison. En tout cas, vraiment, merci pour nous avoir expliqué tout ça, Julien. Je pense que là, vous avez quand même une idée globale de ce qu'on peut trouver dans cette petite école de Lighthouse avec le programme français Jean de la Fontaine. Merci pour tout. N'hésitez pas à contacter Julien. Je vous mets bien sûr tous ses contacts dans la barre d'information de la vidéo en dessous. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!